Bonjour à tous à Montréal et bonjour à ceux qui sont à Québec. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la façon dont on aborde l'alimentation avec les enfants d'âge scolaire. Ça fait déjà 10 ans que mes collègues et moi, on se promène dans plusieurs régions du Québec pour faire la promotion de la saine alimentation dans les écoles. Cette conférence se veut donc un partage de nos expériences acquises dans les 10 dernières années. Ma présentation, ce n'est pas une revue de la littérature sur le sujet, mais c'est plutôt un amalgame de constats et d'impressions qu'on a pu dégager au fil des années, à force de discuter avec des enseignants, des éducateurs en service de garde et d'autres intervenants du milieu scolaire primaire. Voici le plan de ma présentation. Je vais d'abord vous présenter une mise en contexte qui explique de quelle façon on avait choisi au départ, en 2005-2006, de parler d'alimentation avec les enfants. Ensuite, je vais vous partager des expériences acquises au fil du temps qui nous ont permis de réorienter certaines de nos façons de faire. Ensuite, je vais vous présenter une vidéo d'un Vox Pop qu'on a fait auprès d'enfants qui donne un aperçu de l'évolution de leurs connaissances en alimentation en fonction de leur âge. Puis, finalement, je vais vous présenter les grandes lignes de la version révisée des objectifs d'apprentissage en alimentation qui orientent la façon dont on aborde l'alimentation avec les enfants dans l'ensemble de nos outils. Avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser qui va être en lien avec les propos du reste de ma conférence. Donc, selon vous, quelles notions en lien avec l'alimentation notre équipe des diététistes et des producteurs laitiers du Canada, on aborde dans les outils destinés aux enfants du préscolaire? Est-ce que c'est A, le guide alimentaire canadien, B, la provenance des aliments, C, l'auto-évaluation de ses habitudes alimentaires, D, l'image corporelle ou E, toutes ces réponses? Donc, la réponse, c'était la provenance des aliments. Mais vous allez voir que tout au long de ma présentation, je vais vous expliquer notre rationnel à nous, qui explique pourquoi les autres sujets, ce n'est pas des sujets qu'on aborde avec les enfants du préscolaire. Avant de commencer à développer les programmes en 2005-2006, on avait établi une progression des apprentissages en alimentation au fil des années scolaires. À ce moment-là, il y avait peu de littérature et de lignes directrices qui étaient disponibles sur le sujet. On les avait donc établies avec une consultante en éducation, à la suite de groupes de discussion avec des enseignants de tous les cycles et aussi avec des élèves de troisième cycle. Cette progression des connaissances en alimentation selon le cycle de l'enfant avait été pensée au départ en 2005-2006, mais c'est un document de travail qui a continué d'évoluer avec le temps, notamment en fonction de nos expériences sur le terrain, mais aussi des publications qui sont sorties là, en lien avec le sujet. Donc, le travail qu'on avait fait visait à varier les sujets d'apprentissage en lien avec l'alimentation pour s'assurer d'une progression dans les acquis de l'enfant. Par exemple, vous les avez des exemples ici. Donc, notre programme actuel au préscolaire aborde des sujets comme la découverte des aliments, les 5 sens, les métiers en lien avec l'alimentation et la provenance des aliments. Avant d'enseigner le guide alimentaire canadien, c'était important pour nous que les enfants sachent d'où viennent les aliments et qu'ils développent d'autres connaissances de base en lien avec l'alimentation. Dans notre programme de premier cycle, on a d'autres exemples ici. Donc, on aborde les 5 sens, le concept de variété alimentaire et on demande à l'enfant d'affirmer ses préférences alimentaires. Dans notre programme de deuxième cycle, on aborde pour la première fois le guide alimentaire canadien comme tel et les différents groupes alimentaires. On parle de l'effet de certains aliments sur le corps, puis on les initie à la lecture des étiquettes nutritionnelles à partir de la liste des ingrédients. Dans notre programme de troisième cycle, on va un peu plus loin en abordant les effets de certains éléments nutritifs sur le corps. On demande à l'enfant d'auto-évaluer son alimentation. On pousse un peu plus loin la lecture des étiquettes nutritionnelles avec le tableau de la valeur nutritive. On aborde le sujet de l'image corporelle, puis on amène l'enfant à développer son jugement critique
par rapport à l'image corporelle, à l'alimentation et aux médias. À tous les niveaux, on jugeait que c'était important que l'enfant apprenne à écouter son corps pour satisfaire ses besoins. Donc, c'est pour cette raison que le respect des signaux de faim, de soif et de satiété est abordé dans tous nos programmes, mais sous des angles différents. Je vais maintenant vous parler des expériences acquises à travers les projets réalisés auprès d'enfants d'âge scolaire. Donc, depuis 2006, on a donné près de 700 ateliers scolaires dans lesquels on a rencontré plus de 9000 intervenants qui travaillent tous auprès d'enfants. À travers ces ateliers, on a eu la chance de discuter avec des enseignants, des éducateurs en service de garde, puis d'autres intervenants du milieu. Puis l'ensemble de ces échanges ont beaucoup enrichi notre bagage, puis ont souvent influencé aussi notre approche et nos pratiques dans l'ensemble de nos outils. Un des éléments qu'on a remarqué à travers les ateliers scolaires, c'est que pour les intervenants, quand vient le temps de parler d'alimentation avec les enfants, ils pensent tout de suite au guide alimentaire canadien. Donc, les activités qu'ils réalisent vont souvent tourner autour du guide alimentaire canadien, ce qui est bien, là, parce que c'est un outil qui est crédible, qui est développé par Santé Canada, puis qui est utilisé aussi par les nutritionnistes. Par contre, l'alimentation, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que le guide alimentaire canadien. Puis aussi, c'est que si on parle de l'alimentation de la même façon avec les enfants du préscolaire jusqu'à la 6e année, on risque de perdre un peu leur intérêt face au sujet. Puis c'est un peu ça aussi qui était ressorti dans les groupes de discussion qu'on avait faits avec les enfants du 3e cycle. Dans le cadre des ateliers, on apporte aux intervenants des nouvelles idées d'activités pour intégrer l'alimentation à l'école. Puis ça, c'est super apprécié des intervenants parce que ça leur permet de varier leur façon d'aborder le sujet. En parlant avec les enseignants et les éducateurs en service de garde, on a réalisé qu'il y avait besoin de pistes de discussion pour animer les conversations sur l'alimentation avec les enfants. C'est de là qu'est née l'idée d'ajouter une section causerie dans le recueil d'activités destinées aux services de garde. Dans cette section causerie-là, mais aussi dans l'ensemble de nos échanges avec les intervenants, on transmet l'importance de parler positivement de l'alimentation avec les enfants. On leur demande, entre autres, d'éviter de classer les aliments comme bons ou mauvais, ou permis ou interdits, parce qu'on sait que ce qui est interdit est en bout de ligne toujours plus attrayant. L'objectif de l'ensemble de nos interventions avec eux, c'est de favoriser chez l'enfant le développement d'une saine relation, d'une relation positive avec la nourriture. Les ateliers scolaires nous ont aussi permis de confirmer à quel point les services de garde en milieu scolaire ont un lien étroit avec l'alimentation des enfants, notamment parce qu'ils mangent avec eux sur l'heure du midi. Donc, le sujet de l'alimentation revient souvent dans leurs discussions avec les enfants. En 2014-2015, on a réalisé un projet pilote auprès de 4 écoles primaires pour accompagner et soutenir le personnel des écoles dans l'utilisation de nos programmes et pour déterminer si ce soutien plus serré favorise l'utilisation des programmes par le milieu. Dans ces projets d'accompagnement-là, le suivi a été assuré par les nutritionnistes de notre équipe qui ont été présentes dans la réalisation de plusieurs activités, puis dans les rencontres de suivi avec le personnel et autres professionnels qui gravitent autour des écoles. Les projets d'accompagnement nous ont permis de confirmer que les ateliers, les activités culinaires étaient très appréciées des enfants. Et ça nous a aussi permis de réaliser que dans le développement de ces activités-là, c'est important de garder en tête la réalité du milieu scolaire. Par exemple, il faut adapter le degré de difficulté de l'activité culinaire en tenant compte des infrastructures des classes, du nombre d'élèves par groupe et du fait que le personnel n'a pas nécessairement une spécialité dans l'animation d'activités culinaires. Également, si les activités comportent trop d'étapes de pré-préparation, ils risquent de ne pas être réalisées parce que les intervenants ont peu de temps à consacrer à ces étapes-là. Selon notre expérience, les activités simples peuvent parfois s'avérer des succès. Par exemple, on a assisté à la réalisation d'une activité de dégustation, donc une activité qui est très simple au niveau des manipulations par les enfants.
mais les enseignants en ont profité pour faire découvrir du nouveau vocabulaire en lien avec les textures. Puis ça a été super éducatif pour les élèves. Puis en plus, bien, cette activité-là a été très valorisante aussi pour les enseignants, puisque ça leur a permis de prendre confiance en leur capacité d'animer des activités culinaires. Donc, il ne faut pas oublier que le succès de la première fois, de la première activité culinaire, va les amener à vouloir répéter l'expérience. Donc, nous, dans nos outils, c'est quelque chose qu'on garde en tête, de continuer d'inclure des activités qui sont très simples. On a aussi réalisé, à travers les projets d'accompagnement, qu'il y a certains sujets en lien avec l'alimentation qui étaient parfois difficiles à comprendre pour les élèves, mais aussi à animer pour les enseignants. L'enseignement de la lecture des étiquettes nutritionnelles est un bon exemple parce que les notions transmises varient beaucoup d'un enseignant à l'autre, notamment en fonction des expériences personnelles de chacun et de leur propre relation avec la nourriture. Un autre exemple de sujet un peu plus difficile, c'est celui de l'image corporelle, parce qu'encore une fois, le niveau d'aisance en lien avec le sujet va varier beaucoup en fonction de l'enseignant. Pour s'assurer d'une intervention positive, on a réalisé que pour certaines activités, il serait parfois avantageux que l'enseignant soit accompagné d'un professionnel de la santé qui est expert en la matière. Les projets d'accompagnement nous ont aussi parfois fait réaliser que dans nos activités, il y a certains concepts en lien avec la nutrition qui sont des fois un peu trop abstraits, comme le rôle de certaines vitamines et minéraux sur le corps. Si on fait le lien entre le calcium et les os, les enfants plus âgés comprennent. Mais si on leur parle de riboflavine, c'est ici qu'on les perd parce que vraiment, ça devient trop abstrait pour eux. Donc, dans nos interventions, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de les éveiller au monde de l'alimentation, mais ce n'est pas d'en faire des nutritionnistes. Pour créer les activités de nos programmes, il y a plusieurs intervenants qui nous ont aidés, comme des conseillers pédagogiques, des enseignants, des professionnels de la santé. Mais les projets d'accompagnement ont souligné l'importance de tester les activités avec différents groupes d'enfants et différents enseignants aussi, parce que ça nous permet des fois d'apporter d'autres ajustements, par exemple au niveau de la durée ou au niveau du degré de difficulté. Pour notre programme, d'ailleurs, en petite enfance, dans la révision du programme, on a réalisé des tests d'activité, puis ça nous a vraiment permis de constater que c'est une étape qui est très importante. Puis c'est une étape que nous voudrons intégrer là, maintenant dans le développement de nos outils. La tournée de tennis scolaire, maintenant, c'est un projet qu'on a en partenariat avec Tennis Québec depuis 7 ans. Dans les 6 premières éditions, notre équipe a été responsable du développement et de l'animation de 2 activités, soit une activité physique sur l'heure du midi et une activité culinaire après la classe au service de garde. Dans le cadre de ce projet-là, on a appris beaucoup, notamment parce qu'on avait un contact direct avec les enfants. L'activité du midi, par exemple, ça nous a fait réaliser qu'après un avant-midi complet d'école, les enfants ont besoin de bouger et surtout de se changer les idées. Donc, au fil du temps, on a compris que ce n'était probablement pas le bon moment pour leur proposer une activité dirigée, même si cette activité-là est conçue pour les faire bouger. On s'est réajusté depuis, mais cette expérience nous a permis d'apprendre que c'est important de choisir le bon moment de la journée pour présenter une activité dirigée aux enfants. Pour ce qui est de l'activité culinaire qui est présentée en fin de journée, ça nous a confirmé encore une fois que les enfants adorent cuisiner. Puis aussi, bien, à cause des infrastructures et de l'équipement disponible, le contexte du service de garde est souvent approprié pour réaliser une activité culinaire avec les enfants. Finalement, le fait que l'activité soit animée par une animatrice formée, ça nous permet d'augmenter le degré de difficulté de l'activité culinaire, puis ça aussi, c'est très apprécié des enfants. Le projet dans les camps de jour, c'est un autre exemple d'activité dans lequel on avait un lien direct avec les enfants. Ce projet-là se déroule dans les camps de jour et les terrains de jeu de plusieurs régions du Québec et c'est organisé en partenariat avec nos partenaires régionaux. Pour vous donner une idée, en 2015, on a fait près de 1400 activités dans les camps de jour, dans lesquelles on a touché plus de 25 000 enfants.
Depuis 2008, ce projet-là dans les camps de jour consiste en un jeu actif dans lequel on intègre des notions en lien avec la saine alimentation, suivi d'une activité culinaire. Le projet dans les camps de jour nous a fait réaliser l'importance d'adapter l'activité au contexte. Il faut savoir que dans les camps de jour, l'environnement est très différent de la maison ou du milieu scolaire. Dans la plupart des cas, les activités se déroulent à l'extérieur, parfois au grand vent ou à la chaleur. Puis l'activité culinaire, elle, se déroule sur une table à pique-nique. Donc, les animatrices ont comme réfrigérateur une glacière dans laquelle elles doivent maintenir les aliments au froid de 8 heures à 4 heures. Donc, toute cette logistique-là est à considérer quand vient le temps de développer une activité. C'est vraiment par expérience qu'on a appris. Puis au fil du temps, on a raffiné cette activité-là de façon à tenir compte de l'ensemble de ces facteurs. Les activités culinaires pour les camps de jour consistent souvent à mesurer et assembler 3 ou 4 ingrédients pour que les enfants se créent une collation nutritive. Ça peut paraître simple, mais les enfants adorent ça, puis ça leur permet de manipuler des instruments de cuisine et de découvrir une recette qu'ils pourront refaire de façon autonome à la maison. Ça leur fait aussi vivre un succès par rapport à la cuisine, ce qui peut avoir un impact positif sur leur confiance, mais aussi sur le goût de recuisiner par la suite. Pour ce qui est du jeu actif, c'est un jeu qui inclut des notions en alimentation. Ça a beaucoup évolué avec le temps. On a appris, entre autres, que pour les jeux questionnaires, c'est super important d'utiliser des questions courtes, idéalement sans choix de réponse, parce qu'on remarquait que quand on arrivait à l'énoncé D, il y a plusieurs enfants qui se souvenaient déjà plus de l'énoncé A. Donc, le degré d'attention des enfants est parfois limité dans un contexte de camp de jour, particulièrement s'il y a un autre groupe qui joue à côté d'eux ou s'il y a d'autres éléments de distraction autour. On a donc intérêt à trouver une activité avec le moins de consignes possible. C'est pour la même raison qu'on a choisi de prioriser les messages à transmettre avec le temps pour éviter des explications trop longues. Donc, on va choisir un nombre limité de sujets. Puis, on va prioriser un message en lien avec ce sujet-là. Finalement, les visites d'observation de notre activité dans les camps de jour, ça nous a permis de comprendre à quel point les animateurs engagés, qui sont également des étudiants en nutrition, vulgarisent bien l'information. Donc, c'est un aspect sur lequel on met beaucoup d'emphase dans le cadre de leur formation de départ. J'arrive maintenant à la section du Vox Pop. Donc, on a réalisé un tournage avec des enfants pour illustrer l'importance d'adapter notre discours selon l'âge de l'enfant. Donc, il faut savoir que dans le Vox Pop, les questions étaient posées de la même façon à tous les enfants, peu importe leur âge. Donc, en visionnant la vidéo, vous allez constater qu'on ne peut pas s'adresser aux enfants de la même façon selon qu'ils sont au préscolaire ou en 6e année. Avant de vous montrer la vidéo, je veux savoir, à votre avis, quel terme parmi les suivants va être le moins bien compris lors de ce Vox Pop? Est-ce que c'est A, la satiété, B, le guide alimentaire canadien, C, les 5 sens ou D, le concept du repas complet? Ah, bien, c'est pas si dur que ça. Vous avez raison. On voit aussi que le concept de bon et de mauvais aliments est ancré dans la tête de plusieurs enfants, ce qui peut s'expliquer, entre autres, par l'éducation qu'ils ont reçue, qui peut être influencée par la relation avec la nourriture des parents ou d'autres intervenants qui gravitent autour d'eux. Le Vox Pop souligne aussi le fait qu'avant d'aborder certains termes plus techniques avec les enfants, c'est important de les expliquer. La satiété, c'est un terme qu'aucun enfant n'a compris, pas même ceux qui sont en 6e année. Donc, si on avait à réaliser une activité en lien avec le sujet de la satiété, c'est important pour nous de penser à une façon de bien la vulgariser, de bien l'expliquer avant de commencer l'activité. Les enfants avaient aussi de la difficulté à répondre à la question en lien avec les 5 sens, mais quand on a décortiqué la question un sens à la fois, là, ils étaient capables. C'était plus facile pour eux de le faire.
tout est dans la façon de poser la question aussi. Je vais maintenant vous présenter la révision de nos objectifs. Dans le fond, plus tôt, je vous ai présenté la progression des apprentissages en alimentation qu'on avait établi à nos débuts. Cette année, on a révisé ce document-là en prévision de la création de la prochaine génération d'outils pour le milieu scolaire. Pour la révision, on a tenu compte de la réalité du contexte scolaire et de l'ensemble des expériences qu'on a vécues dans les milieux. C'est encore, je vous les présente brièvement, là, mais c'est encore un document de travail, puis on ne l'a pas fait réviser encore, là, donc ça va être, les prochaines étapes, ça va être de le faire réviser par un comité qui regroupe divers professionnels, puis on va l'ajuster aussi en fonction des publications là, du document équipe. Donc, les objectifs d'apprentissage en alimentation, maintenant sont formés de 7 sujets principaux. Puis c'est à partir de tous ces objectifs-là que nous, on se base pour développer l'ensemble de nos outils qui sont destinés aux enfants d'âge scolaire primaire. Par exemple, pour le sujet des 5 sens, avec les élèves du préscolaire, on explore les aliments à l'aide des 5 sens. Puis en 3e année, on pousse un peu plus loin le sujet en comparant des aliments entre eux à partir de leurs caractéristiques sensorielles. Au niveau des habiletés culinaires, dès le préscolaire, un des objectifs, c'est de participer à la réalisation de recettes nutritives, alors qu'à partir de la première année, on expérimente certains processus de transformation des ingrédients, comme la congélation ou l'effet de la poudre à pâte. Donc, on va stimuler l'intérêt des enfants en incluant la science à travers les activités culinaires. Pour le sujet du guide alimentaire canadien, l'enfant du préscolaire va être amené à identifier la provenance de plusieurs aliments de base, mais ce n'est pas à cet âge-là qu'on présente le guide alimentaire canadien. Plus tard, en 5e année, on va l'initier à la lecture de la liste d'ingrédients sur les étiquettes nutritionnelles. Puis, à cause de nos expériences, on a décidé de ne plus aborder le tableau de la valeur nutritive avec les enfants du primaire. On a aussi un sujet qui porte sur l'effet des aliments sur le corps. Dès la première année, on montre à l'enfant l'impact des aliments et des boissons sur la santé bucco-dentaire. Puis c'est à partir de la 3e année que l'enfant découvre des effets bénéfiques spécifiques à chaque groupe alimentaire sur le corps. Pour le sujet de l'hygiène, un exemple d'objectif qu'on peut aborder, c'est, entre autres pour la première année, c'est de reconnaître l'importance d'adopter des mesures d'hygiène au quotidien. Pour le sujet de l'image corporelle, maintenant, on aborde ce sujet-là dès la première année parce qu'on pense que l'enfant est capable de reconnaître qu'il existe différents formats corporels et de les respecter. Puis, en 5e année, on amène l'enfant à réfléchir aux différents facteurs qui peuvent influencer la perception de son image corporelle. Finalement, on a maintenant un sujet qui touche spécifiquement les comportements, où on a mis, par exemple, un objectif comme comprendre l'importance d'écouter ses signaux corporels dès le préscolaire. Puis maintenant, dans les signaux corporels, on traite encore de la faim, de la soif et de la satiété, mais on a aussi ajouté la fatigue. C'est aussi un objectif qu'on va aborder dans les autres années scolaires. En 4e année, on demande à l'enfant de prendre conscience de l'influence de son entourage sur ses comportements et ses choix en matière d'alimentation et d'image corporelle. C'est aussi dans le cadre de ce sujet-là qu'on aborde l'impact de ces comportements sur l'environnement. C'est encore auprès d'enfants de 4e année. Donc, ça fait le tour sur ma présentation, en espérant vous avoir donné une idée de la façon dont on a choisi, nous, d'aborder le sujet de l'alimentation selon l'âge des enfants, dans le but de favoriser le développement de compétences en alimentation chez les enfants d'âge scolaire. Donc, je vous laisse mes coordonnées au besoin, puis je vais maintenant pouvoir répondre à vos questions. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Merci.